Bonjour, donc je suis Estelle Simon, je suis co-référente de la commission AFA Festival avec Cécile Camp, ici présente, et membre du CA de l'AFA Actrices et Acteurs de France Associés depuis le début. Qu'est-ce que l'AFA Actrices et Acteurs de France Associés ? C'est une association nationale d'actrices et d'acteurs, comme son nom l'indique, professionnels, et nous avons fêté l'année dernière nos 10 ans. On va dire que dans nos objectifs, nous avons celui de rassembler et d'accompagner les actrices et les acteurs, de promouvoir et de valoriser notre métier et de créer du lien entre nous et nos partenaires, comme ici, à ce festival qui est cher à notre cœur, comme l'a dit Rémi, puisque nous y participons depuis de nombreuses années. Avant de démarrer cette table ronde, je vais inviter nos participants à se présenter et ensuite nous passerons la parole à Cécile qui aura une question à vous poser. Merci beaucoup. Laurence Pécorivolier, je suis membre de l'ARCOM et au sein de l'ARCOM, je m'occupe plus particulièrement des questions autour de ce qu'on appelle la protection des publics dans les médias, que ce soit médias traditionnels ou plateformes en ligne. Donc vous voyez pourquoi je pense, on m'a proposé de venir aujourd'hui sur des débats qui sont particulièrement d'actualité. Par ailleurs, j'ai la délicate mission de superviser les retraits de contenus pédopornographiques, terroristes, torture et barbarie et narcotrafic qu'on repère sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Bonjour, je suis Françoise Michaud, je suis actrice, membre de l'AFA. Et je me suis rendu compte il y a 2 ans qu'il y avait des images d'un film dans lequel j'avais tourné qui n'était absolument pas un film pornographique, qui se retrouvait sur des sites pornographiques. C'est une chose que j'avais déjà vécue pour le même film il y a une quinzaine d'années, et j'avais obtenu l'arrêt de cette diffusion. Et en 2024, je raconterai plus tard comment, mais j'ai retrouvé ces mêmes images, mais cette fois-ci sur au moins une dizaine de sites porno. Et donc j'ai porté plainte et j'en ai parlé à l'AFA. Et nous avons décidé de réfléchir ensemble à la façon de tenter de trouver peut-être une solution à cette dérive. Bonjour. Je m'appelle Clara Benyamin, je suis avocate au barreau de Paris. J'ai créé il y a 7 ans maintenant un cabinet d'avocats qui s'appelle CBLF Avocats. On n'avait pas d'idée de nom, si vous en avez, je vous écoute. Voilà, nous sommes une multinationale de 6 personnes et nous sommes spécialisés en droit de la propriété intellectuelle et parmi les interventions, puisque nous travaillons notamment avec des comédiens, des comédiennes, beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses, donc de présentatrices télé, de gens avec des images publiques fortes. Nous avons depuis quelques années maintenant la joie de faire retirer en masse des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos plus ou moins réelles de nos clientes et clients. Et voilà, donc notamment il y a quelques années, j'ai lancé 134 vidéos d'affilée d'une cliente à moi qui ne fait pas du tout du porno, mais donc qui a très maladroitement collé sa tête. Voilà. Et juste pour la petite anecdote, le lancement de la vidéo était un moment très 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 cru, donc voilà, 134 fois. Quelle bonne soirée. Voilà. Et on a tout fait retirer. Bonjour, je m'appelle Marie Magalon et je suis cofondatrice de l'agence Singularis Paris, qui est une agence artistique de comédiens et de comédiennes. Et je représente 20% de personnes aussi en situation de handicap. Donc je fais assez attention à l'image. Mais j'ai pas d'anecdote du tout, moi, pour le moment. Ça viendra, Marie. Bonjour, je m'appelle Cécile Camp et je suis donc aussi membre du conseil d'administration de l'AFA et co-référente de la commission AFA Festival. Et donc, j'ai une question pour vous, parce que je vois dans la salle beaucoup de personnes que je connais, actrices ou acteurs, mais même si vous ne l'êtes pas, avez-vous déjà tapé sur Internet votre prénom et votre nom dans une barre de recherche ? Oui ? Ok. Avez-vous déjà tapé dans cette même barre de recherche votre prénom, votre nom de famille et l'adjectif nu ? Ne le faites pas tout de suite, vous pourriez avoir des surprises extrêmement désagréables. Attendez. Car comme cela vient d'être évoqué, ça peut être une situation réelle,
un film que vous avez tourné dans lequel il y avait une scène à caractère sexuel ou une scène de nudité, ou ça peut être, comme le disait Clara, un détournement d'image avec votre visage utilisé à d'autres fins. Ce sujet, il nous a paru tellement important et c'est pour ça qu'on a voulu l'aborder ici dans cette table ronde. Et je repasse maintenant la parole à Estelle. Françoise, je te propose de nous raconter un petit peu ton histoire et le point de départ, en fait, plus en profondeur. C'était donc en 2024. J'ai un scooter et je le fais réparer chez un petit réparateur de quartier dans le 14e. Et donc, j'arrive avec mon scooter et dans une petite boutique avec des mecs, d'une bande de potes. Et ils me voient entrer, je dépose mon scooter, ils me voient entrer, ils étaient, 8-10. C'était la fin de la journée, ils commencent à boire des bières. Et il y en a un qui me dit on a vu tes photos. Je dis, ça c'est incroyable, je viens de refaire mon site, ils ont regardé mon site, ils sont quand même de très bons réparateurs de scooters, ils s'intéressent à leur clientèle. Et puis je dis, ah bon, mais quelle photo ? Bêtement, je ne sais même pas pourquoi j'ai posé la question, puisque pour moi c'était évident que c'était mon site. Et là, je les sens rentrer la tête dans les épaules, et il dit, les photos. Je dis, mais enfin, quelles photos ? Et il dit, les photos, et puis ils arrivaient de moins en moins à parler. Et alors là, j'insiste, et fermement, j'exige de savoir de quelle photo il s'agit. Et là, ils ont avoué, penauds, qu'ils étaient allés voir sur des sites porno des extraits qui provenaient d'un film de Jean-Pierre Mocky, dans lequel j'ai tourné en 1985, qui est un polar qui s'appelle La machine à découdre. Et c'est vrai qu'il y a une scène de viol, mais ce n'est pas du tout un film porno et c'est pas traité de façon exhibitionniste. Ça fait partie de l'action et c'est le ton Mocky de surcroît, mais il y a aucune grossièreté. C'est vraiment. Est-ce que je vais oser le dire que c'est justifié ? Non. Non, pas cette fois, Françoise, pas à chaque fois. Scénaristiquement. C'est intégré dans la narration. Scénaristiquement parlant. Enfin, je veux dire que c'est pas du tout une scène gratuite. Et donc, de retrouver. Et donc, j'ai commencé à regarder et je me suis aperçue qu'il y avait des dizaines de sites qui reprenaient à la fois des images fixes et des images animées, donc complètement sorties et plus certaines images transformées de surcroît. Donc j'ai porté plainte au commissariat du 5e en 2024, juillet je crois, et je n'ai toujours aucune nouvelle. Je dois ajouter que j'avais déjà observé cela, je dirais, il y a une quinzaine d'années, peut-être 20, enfin en tout cas il y a fort longtemps. J'avais demandé conseil à un ami avocat qui avait réussi à obtenir la suppression de ces images parce que c'était hébergé par Dailymotion. Il avait écrit une lettre recommandée. Je connaissais d'ailleurs la personne qui travaillait chez Dailymotion. Enfin, je lui en ai pas parlé. Et donc à l'époque on avait eu gain de cause, mais c'est autre. Mais donc comme quoi il faut rester vigilant d'une part, et donc c'est un phénomène qui a pris une ampleur incroyable. Et alors, est-ce que ça a eu un impact psychologique sur toi ? C'est-à-dire que la première fois, je m'en étais rendu. Je crois que quelqu'un, des Américains peut-être, ou des étrangers en tout cas, est-ce que je les avais rencontrés dans un festival ? Je ne sais plus de qui il s'agit, mais me regardaient avec des yeux ronds en me disant « Mais tu fais des films porno ?» Et alors là, j'avais été un petit peu gênée, et c'est comme ça que j'avais découvert la chose. Aujourd'hui, c'est quand même un vieux film, et donc ça fait partie de. Mais j'ai pas la fragilité de quelqu'un qui commence ou qui a peu d'expérience. Et de surcroît, pour moi, ces images, elles sont. Je les assume parfaitement. Mais en revanche, on a demandé à des personnes. On a fait un appel à témoignages et on a reçu, à travers l'AFA, et on a reçu des témoignages qui disent bien que c'est. D'ailleurs, Cécile, tu en as certains. Que c'est d'une violence extrême. Clara, est-ce que tu peux intervenir là-dessus ? Et donc, parmi tes clientes, ce sont des choses qui arrivent. Et quel est justement l'impact, avant de parler de ce qu'on peut faire, quel est l'impact psychologique sur elles ?
Ah ben, un impact qu'on pourrait qualifier de dégueulasse. Hein. Non, en fait, c'est des choses dont on a déjà parlé, notamment sur des tables rondes un peu similaires, mais c'est vrai qu'il y a une créativité sur la façon de faire des choses dégueulasses sur l'image d'autrui. Qui suscite toujours je vais pas dire une forme j'allais dire qui force l'admiration, c'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas qui m'interpelle. Mais c'est vrai que non, l'impact, en fait, on sort un peu de mes compétences et on rentre dans mon ressenti, mais moi, tout ce que je vois de ça, c'est reste à ta place, petite fille. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, je me permets de le considérer par rapport à ce que... On peut se tutoyer ? Bien sûr, ouais. Par rapport à ce que tu racontais. En fait, t'es réparateur de scooters. Tout ce qu'ils attendaient, c'est que tu fasses « Ah oui, c'est vrai, ils ont vu mes photos. » Mais parce que quand ils te disent « On a vu tes photos », à quoi ils s'attendent ? C'est-à-dire, pour moi, ils te disent juste « Fais-toi petite, reste à ta place, réduis-toi. » Il n'y a aucun moment où tu vas leur faire « Ouais, tu m'as trouvé sexy. » Non, enfin, il n'y a aucune réaction sympathique. Donc, c'est soit comme tu l'as fait trop bien, tu leur rentres dans l'art, et à ce moment-là, ils sont tout penauds, et il n'y a personne qui arrive à te dire « Bah ouais, on a vu les photos, on est peut-être un peu con. » Soit c'est toi qui es toute penaude. En fait, ça sert à te rendre penaude. Je ne sais pas si c'est un mot, si penaude, enfin, oui, voilà. C'est penaude, hein. Ça sert à te rendre, ça sert à te gêner. Ils se sont excusés. Bien sûr, mais le but, c'est de te gêner à la base. Alors... Enfin, je pense que c'était pure bêtise, parce que d'abord, c'était pas tous. Il y en a un qui a parlé pour les autres, mais les autres avaient forcément regardé aussi. Et ils sont pas là pour te signifier que t'es trop canon, tu vois. Ouais. Ils sont là pour te mettre mal à l'aise. Bon, bref, je me permets d'interpréter. Oui, mais donc voilà, donc tout ça est dégueulasse, quoi. Je suis désolée. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont quand même eu honte. Quand ils ont pris conscience de la chose. Cette espèce de truc de vestiaire, on sort des photos de meufs à poil et on va le dire d'ailleurs à Stéphanie de la 6e B c'est horrible, tout est horrible. Bref. Et alors juridiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a un léger delta entre la condamnation, le juge, et obtenir gain de cause en réglant les choses un peu par soi-même. Ça ne veut pas dire aller mettre le feu à des data centers. Je vois que je suis filmée, je ne peux pas dire ça. Allegedly. Donc voilà, non. J'ai vu un film il n'y a pas très longtemps, je sais plus comment, je crois que c'est Woman at War, d'une femme en Islande qui va détruire des lignes à haute tension. Voilà, tout pareil, c'est de la fiction sur des data centers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent sur ces sites qui sont des annuaires, hein, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de pages, des milliards d'images, etc., les propriétaires du site sont souvent pas très intéressés par le contenu qui a plus que quelques heures. C'est-à-dire qu'au-delà de la page 2 ou 3, globalement, pour l'histoire donc, de ma cliente de tout à l'heure, qui est une animatrice télé bien connue, où on avait collé sa tête sur un espèce de mauvais montage très frontal, avec beaucoup d'exclamations de joie. On va le dire, je ne sais pas comment le dire autrement. Encore une fois, moi je l'ai vu 134 fois. Franchement, j'aurais dû me mettre en navigation privée, autre sujet. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu écris au site, ils sont évidemment tous quelque part au fin fond d'une toundra quelconque. Quand tu écris au site, en fait, ils te répondent pas, mais ils suppriment la vidéo parce qu'une vidéo sur la 87e page, elle intéresse personne. C'est ce qu'ils appellent du contenu froid. Ils s'en foutent, ils le retirent, ils te répondent pas, ça ne les intéresse pas. Ok. Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'en fait, certes, on en fait retirer 134, mais potentiellement, le lendemain, ils peuvent en avoir uploadé 200 000. Et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être un des trucs que va pouvoir nous aider à faire l'IA, c'est que potentiellement, on pourrait mettre en place des outils qui empêchent le re-upload. Et le sujet aujourd'hui, c'est pas tant... Il y a une doctrine qui s'appelle take down, stay down. C'est pas tant le take down, ça on y arrive. C'est-à-dire que écrire un site internet dans quelques toundras qui soient, pardon pour les toundras, c'est pas gentil, dans quelques toundras que soit loger ce site internet, ces 3 personnes dans une cave quelque part qui administrent ce site de mauvaise aloi, ils vont la retirer, la vidéo, ils s'en foutent. Le trafic qui avait besoin d'être fait, il est fait. Le problème, en fait, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à contrôler ce qui est réuploadé. Donc, ça va être peut-être les évolutions qu'on va avoir, c'est-à-dire avoir des outils qui vont nous permettre de... Donc, ça, c'est pas très... Enfin, on fait un courrier légal, mais ça, on ne fait pas intervenir un juge, etc. On joue un peu sur le fait qu'ils s'en foutent. Ok, ça c'est un conseil que je vous donne, voilà, cadeau, c'est gratuit. Vous faites un mail, vous le faites éventuellement générer par ChatGPT. Le plus dur dans cette histoire, ça va être de trouver une fenêtre de chat pour écrire au site bidule en question.
vous scrollez tout en bas, vous allez finir par trouver un truc de contact un peu pourri, vous leur écrivez avec un truc que vous avez généré sur ChatGPT qui dit « En application de l'article bidule et de DMCA et du Millennium Copyright Act, vous devez retirer ma photo », elle s'en va la photo. Le problème en fait c'est si jamais le lendemain il y a 400 000 nouveaux uploads et ça peut plus être fait à la main parce que retirer 134 vidéos à la main, c'est long, c'est une mauvaise soirée, tu copies-colles 134 fois le même mail, c'est nul, mais on y arrive. Le problème, c'est quand il y en a 200 000. Et alors, dans les enjeux un peu plus légaux, évidemment, on peut aller voir un juge, on peut obtenir une décision, etc. Mais ça, toi, ça t'a pris combien de temps, ça ? J'ai porté plainte, mais j'ai aucune nouvelle de cette plainte. C'était en 2024. Je suis retournée au commissariat, on m'a rien dit. Et j'ai suivi les conseils d'Antoine Boilet qu'on nous avons rencontré à La Rochelle au cours d'une précédente table ronde sur ce sujet. Et j'ai fait des signalements sur le site Pharos pour tous les sites. Aucune nouvelle de rien. Et ça a été retiré ou pas ? Non. Bon, et ben, si tu veux, tout à l'heure, on se pose 5 minutes, on rédige 10 lignes pourries qui disent « Please put down the thing in application of Millennium Copyright Act ». Faites-le sur ChatGPT. C'est la seule fois où je vous autorise à le faire. Donc voilà. Et sinon, du coup, et juste pour finir, donc Pharos, et juste pour finir, vous pouvez aussi googler déréférencer du contenu. C'est un truc dont on a parlé la dernière fois. Alors là-dessus, si je peux me permettre, bien sûr, je faisais vais lire un des témoignages anonymes puisque nous avons fait un appel à témoignages sur ce sujet au sein de la AFA. Et donc, je vais vous lire un témoignage anonyme que nous avons reçu. L'hiver dernier, je tape mon nom dans la barre de recherche sur Google et je vais voir les vidéos. Et là, stupeur, une vidéo masquée. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec mon nom en gros. Apparemment, c'est un site russe. Mon cœur me monte à la gorge, je clique, et là, horreur, une scène issue d'un court-métrage que j'ai fait en 2016. Je suis tellement choquée, je me déconnecte tout de suite. Je vois qu'il y a des dizaines et des dizaines de liens sur Google avec mon nom. Une honte infinie, crise d'angoisse, peur. Je réussis à en parler un tout petit peu autour de moi, mais pas énorme. J'écris une première fois au service de Google censé gérer ça. Je leur envoie toute une liste d'URL. D'après les informations dont nous disposons, il semble que ces URL se rapportent à des questions sur votre vie professionnelle qui présentent un grand intérêt pour le public. Je vais vous expliquer tout ça. Ils me répondent qu'ils ne feront rien. Quelques semaines plus tard, ils répondent par la positive et les liens sont censés avoir été déréférencés. Mais ne serait-ce que recevoir une réponse pareille et d'une violence aussi forte que celle de découvrir que... Pour bien expliquer les choses, ces vidéos ou ces photos qui sont volées servent ensuite de produit d'appel vers des vidéos pornographiques beaucoup plus hard et beaucoup plus rémunératrices aussi pour les sites qui les exploitent. Donc il y a deux choses. Il y a l'exploitation sur les sites pornographiques et une sorte de produit d'appel pour inciter les gens à cliquer plus loin. Clara, oui, je veux bien que tu répondes à ça, puisqu'on avait déjà évoqué ça. Et ensuite, Marie, je te demanderai d'intervenir par rapport à tes... En fait, donc, le déréférencement, je vous explique ça en 1 minute, et après, je réponds sur l'intérêt légitime du public. Je fais des guillemets avec les doigts, comme dans les années 90, pour bien signifier que ce n'est pas mon opinion. Donc, le déréférencement, c'est un droit qu'a mis en place Google il y a déjà quelques années. Je crois qu'ils ont été obligés de le faire suite à l'UE. C'est pas Google qui a décidé d'être courtois là-dessus. Et donc en fait, c'est une demande qu'on peut faire. Ce n'est pas une suppression du contenu, c'est juste le fait que le contenu n'est plus accessible via Google. C'est-à-dire que si je tape sur Google, je sais pas moi, Marjorie du Panneau Jaune, qui est donc une célèbre actrice qui a plein de Césars, et que je tape nu, et ben en gros, je peux demander le déréférencement. Alors c'est un peu fastidieux, il faut le faire à la main, il faut faire des copier-coller de tous les liens, etc. Normalement, on n'y arrive pas trop mal. Ok. Effectivement, dans la loi, il y a écrit qu'il y a des modérations au droit à l'image et à la vie privée qui sont notamment l'intérêt légitime du public. Ok. C'est marrant comme ce mot légitime vraiment prend une signification toute particulière, comme le monopole de la violence légitime quand on tire au flashball sur les gilets jaunes. Autre sujet. Et donc j'ai vu dossier 137. Et donc du coup, ce qui est considéré par la loi française, c'est que si c'est quelque chose qui a été fait dans l'exercice
on me silencie. Si c'est quelque chose qui a été fait dans l'exercice de votre vie professionnelle, ce n'est plus de la vie privée, ce n'est plus quelque chose sur lequel vous pouvez dire on porte atteinte à ma vie privée. Exemple, si un homme politique dit une dinguerie pendant un meeting, il peut pas vraiment dire non mais attendez, j'ai droit à ma vie privée, il faut retirer ce truc-là, puisque donc il est dans un meeting, il est dans l'exercice de ses fonctions. À la différence de s'il est à la boulangerie et qu'il dit On a un problème à la de différence micro. de s'il est à la boulangerie et qu'il dit une dinguerie à sa boulangère. C'est pas beaucoup plus poli, mais là tu peux dire chat perché, j'étais dans le cadre de ma vie privée. Ok. Et on considère que quand tu es sur un plateau de cinéma, que tu es très au courant que tu es filmé, ce n'est pas mon opinion, que potentiellement, en fait, tu es au boulot et tu es dans l'exercice de tes fonctions. Et donc du coup, effectivement, tu fais un métier public et donc du coup, c'est une image entre guillemets libre. Et si on veut même aller plus loin, on considère que, encore une fois, pas mon opinion, que la personne à qui ça porte atteinte, c'est plutôt le producteur dont on a volé le film, plutôt que toi qui es toute nue. Non mais vous voyez ce truc le film, il appartient à monsieur ou madame la productrice. Donc voilà. Toi tu as tes droits en bonne et due forme. Donc voilà. Donc c'est un peu ça le balancier. C'est pour ça que, et c'est ma dernière phrase et après je vous laisse tranquille avec le cours de droit, c'est pour ça qu'en fait finalement nous la stratégie qu'on adopte le plus souvent c'est plutôt de faire 134 mails à xvideo sexy.xxx pour leur demander de retrait des trucs parce qu'en général ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'il y en a tellement qui s'en foutent. Donc voilà. Est-ce que c'est satisfaisant? Non. Est-ce que ça fonctionne? Souvent. Est-ce que c'est satisfaisant éthiquement parlant? Pas du tout. Est-ce que ça fonctionne? Souvent. Merci. Marie, comment est-ce que ça te fait réagir tout ça? Bah déjà, je suis contente que Clara soit là parce qu'elle peut parler de tout ça. Comme ça, moi, je dis plus rien. Non, mais c'est tellement bien dit. Non, moi, je vais surtout parler de l'avant par rapport à mes comédiens. C'est-à-dire que il n'y a pas que dans les films aussi, parce que maintenant, les jeunes comédiens ont des Instagram. Et que parfois, ils mettent des photos de vacances, de machin, où ils sont un peu dénudés. Donc, ce que je fais, moi, avec mes comédiens qui sont jeunes, c'est que je regarde leur Instagram et déjà, je leur demande de faire parfois un nettoyage, que ça reste réellement professionnel. Non, Non, mais je fais ah, bah oui. Ouais, bah oui, c'est ça. Parce que, bon, voilà. Et la deuxième chose, en fait, moi, c'est sur les contrats, où j'essaye de blinder avec mon avocate vraiment cette partie-là. Sur le droit à l'image, déjà d'avoir sur le temps et sur le lieu, déjà j'essaie de faire ce que je peux. Après, j'ai pas beaucoup de comédiens moi pour l'instant qui ont tourné avec des scènes, sans évidemment parler de l'IA, avec des scènes je dirais nues, donc pour l'instant le cas ne va pas, je vais pas avoir de cas. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on en avait parlé, j'avais retenu plusieurs choses. C'était Antoine Boilet qui était là. Et il avait dit, premièrement, il faut aller porter plainte. Il faut aller porter plainte jusqu'au bout. Et ensuite, il y avait une chose dont il avait parlé aussi, qui est le Point de Contact, qui est une association où il faut aller, je crois, Faro, il y a Faro aussi, il y a Faro, mais Point de Contact c'est différent, hein, c'est Faro, ça. c'est un organisme. Voilà, Faro ministériel. C'est ministériel. Donc il avait parlé de Faro et il avait parlé de Point de Contact. Et moi je me suis souvenue de Point de Contact parce que j'ai été voir l'association. En fait, ils sont entre les plateformes et l'hébergeur, je crois. Et c'est très facile. Donc c'était important pour moi. D'accès en tout cas. Et c'était important pour moi si jamais j'avais un comédien effectivement qui m'en parlait et qui avait ce souci-là. Parce que, en fait, là où c'est important, effectivement, d'avoir un agent quand on est comédien, c'est que si un comédien a ce souci-là, il n'est pas tout seul parce que moi, je suis là. Et je travaille avec des avocats. Et donc, voilà, je peux faire les choses avec lui. Évidemment, quand on est tout seul, qu'on a fait 1 ou 2 courts-métrages ou qu'on a 18 ans et qu'il nous arrive ça, c'est pas facile. Voilà. Donc, moi, je suis là pour les accompagner et c'est ce que j'essaye de faire. Mais si j'ai une anecdote, non pas une anecdote, mais quand on avait fait cette table ronde à La Rochelle, il y avait des comédiens qui avaient écouté la table ronde. Et d'ailleurs, moi, je l'ai fait aussi. Hein. J'ai tapé mon nom avec plus nu derrière. Je vous dirai pas. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait une des comédiennes, oui, qui avait tapé son nom plus nu et qui était tombée sur quelque chose, oui.
Donc, c'est difficile. Donc voilà. Donc, à mon niveau, voilà ce que je peux faire. Merci. Laurence, je veux bien que tu réagisses dessus, mais avant toute chose, je veux bien que tu nous présentes l'ARCOM, parce qu'en fait, c'est pas forcément quelque chose d'excessivement connu. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, l'ARCOM, c'est le successeur du CSA, sauf que le CSA ne s'occupait que des médias traditionnels, la télé et la radio, et que justement, depuis 2022, l'ARCOM prend en charge la régulation des réseaux sociaux. Prend en charge la régulation des réseaux sociaux, ça n'a évidemment rien à voir avec réguler les médias classiques. Et rien qu'à écouter ce qui vient d'être dit, on le comprend très très vite. On avait affaire jusqu'à présent à des télévisions et des radios qui étaient implantées en France, qui tenaient leur fréquence du CSA, de l'ARCOM, et donc qui devaient rendre des comptes, et qui avaient des médias qui étaient éditorialisés. Aujourd'hui, face aux plateformes, on est sur un monde qui est complètement nouveau, dans lequel on a des acteurs qui sont, pour la très grande majorité, on a quelques Dailymotion, mais l'essentiel est quand même totalement hors de France, qui n'éditorialisent pas leur contenu, et c'est bien ça, c'est la liberté d'Internet, et ça a quand même beaucoup de qualité, mais beaucoup de revers, et qui n'ont de compte à rendre à personne, et en tout cas pas aux régulateurs nationaux. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'Europe s'est saisie du sujet et a mis en place un règlement des services numériques, vous en avez peut-être entendu parler, le DSA, qui a pour objectif, et c'est la seule solution possible, de dire chaque pays ne peut pas prendre sa législation parce que de toute façon ça donnera rien. Les plateformes vont dire nous on ne peut pas répondre à tous les pays avec chacun sa façon de prioriser. En revanche, si on monte ça au niveau de l'Europe et que l'Europe dit il y aura une législation unique pour l'Europe, et là vous plateformes vous allez la respecter parce que nous avons du fait de notre regroupement les moyens de venir répondre si vous ne le faites pas, ne serait-ce qu'avec des amendes financières ou des blocages, là ça va avoir plus d'impact. Grand avantage, c'est que cette régulation, effectivement, en tout cas jusqu'à il y a peu, elle était entendue par les principales plateformes en ligne, qui se sont dit effectivement on a plutôt intérêt à avoir un régulateur unique au niveau européen que plein de législations, et après tout, du moment qu'ils ne nous embêtent pas sur notre modèle économique, on veut bien les écouter sur les problématiques de modération. Je dis jusqu'à présent, puisque ce qui se passe outre-Atlantique a évidemment une incidence très forte sur l'écoute de ce qui se passe au niveau de la régulation européenne par les plateformes. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, chaque pays, quelque part, a accepté de mettre au service de l'Europe la manière dont on allait répondre, et a accepté de ne pas prendre des petites législations nationales. Ce qui fait qu'en attendant qu'au niveau de l'Europe, les choses puissent vraiment s'inscrire, on a l'impression d'être complètement impuissant au niveau des pays où on n'arrive pas à répondre point par point à chaque fois qu'il y a un scandale ou à chaque fois qu'il y a une problématique qui se pose. Donc on est dans cette tension entre le bon niveau de régulation, et ça j'en suis persuadée, qui est l'Europe, mais ce moment maintenant où on vit quand même les choses et où on n'a pas forcément les réponses appropriées. Donc voilà ce que c'est que l'ARCOM, c'est le régulateur au niveau national de ce qui va se mettre en place au niveau de l'Europe. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait nous concrètement, l'ARCOM ? C'est que il y a le principe du pays d'origine, donc on va d'une part nourrir les dossiers qui sont instruits par la Commission européenne et par les régulateurs des pays d'origine, et d'autre part, essayer d'investiguer à notre niveau avec les différentes plateformes pour pouvoir travailler avec les autorités de police et de gendarmerie, notamment Pharos, et avec les juges pour essayer de colmater les brèches les plus importantes. Vous voyez que je suis extrêmement modeste sur notre approche parce que j'en connais très bien les limites pour les vivre au quotidien. Mais j'y crois quand même parce que sinon, de toute façon, ce serait absolument terrible. Pour en revenir plus concrètement au sujet d'aujourd'hui et l'utilisation des images sans consentement. C'est très clair, hein, c'est effectivement un des effets... Alors, d'une part des sites porno qui récupèrent certains types d'images, mais pas seulement, d'un certain nombre de sites. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, de l'affaire Watch People Die, qui est un site qui se prévaut de récolter toutes
les images et tous les contenus qui mettent en scène quelqu'un en train de mourir, que ce soit par accident, par meurtre, par terrorisme, qu'on peut trouver sur le net. Sauf que quand ces images sont disséminées, c'est déjà pas très sympathique, mais quand on les regroupe par rubrique pour permettre aux téléspectateurs qui aiment ce genre d'images de pouvoir les contempler, ça devient quelque chose d'absolument abominable. Donc on a affaire à tous ces éléments-là sur lesquels, évidemment, c'est tellement nouveau et ça passe tellement tout l'entendement que c'est très difficile de réagir. Images sans consentement, vous avez le fait, dans votre histoire, de ce que j'ai compris, qui est de prendre des images telles qu'elles existent et ensuite de les mettre sur des sites sur lesquels on va avoir un certain type de population qui va les regarder, d'autant plus si on les enlève de leur contexte. Et puis vous avez ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire prendre des images et en plus les déformer, dénuder les personnes et pouvoir les réutiliser grâce à l'IA. Ça, évidemment, ça distuple, ça centuple le problème. Le gros avantage, si on peut dire, c'est que du coup, là, je pense que tout le monde va se préoccuper du problème et que, notamment les juges qui n'avaient jusqu'à présent pas forcément été... qui n'avaient pas beaucoup de dossiers, qui du coup, pour qui les interventions étaient très complexes, où est-ce qu'on va chercher le consentement, le pas de consentement, à qui on s'adresse. Aujourd'hui, avec cette multiplication en masse, on a des juges spécialisés, on a un parquet cybercriminalité qui est devenu extrêmement percutant, et je pense, et vous en êtes d'accord, qu'on va aussi avoir des réponses qui vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus adaptées à la situation. Je suis désolée, il a fallu 10 ans, et vous avez été malheureusement victime trop tôt de cette situation, et j'espère quand même qu'on va avancer. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça a déjà été dit. Je pense que quand on est victime, que ce soit via une déformation d'IA ou pas, de l'utilisation d'une image, l'utilisation d'images sans consentement, en soi, c'est une infraction. On n'a pas besoin de prouver que c'est illicite puisque je suis la personne dont l'image a été utilisée, en dehors du cas dont on a parlé, qui est l'utilisation d'images publiques. Mais si on enlève ça de notre spectre, si vous êtes Madame X, je ne vais pas prendre X, si vous êtes Madame Y, et que vous venez dire c'est mon image et je n'ai pas donné le consentement pour qu'elle soit utilisée, ça suffit à rendre cette utilisation illicite. Donc ça justifie, de porter plainte auprès du juge pour aller comprendre comment ces images ont été mises en accès libre. Deuxièmement, de prévenir effectivement Pharos, qui est l'autorité de police gendarmerie, qui est chargée de s'occuper de tout ce qui navigue de manière illicite sur le net et qui a la double casquette d'à la fois pouvoir faire retirer ces images sur les sites, parce qu'ils ont cette possibilité de dire c'est illicite et de faire retirer, mais en même temps de faire de tout le travail préalable de capture d'écran pour pouvoir en parallèle faire des enquêtes pour aller voir comment elles sont arrivées et donc pour éventuellement nourrir le dossier du juge. C'est pour ça que Pharos, c'est hyper important, parce qu'ils vont non seulement pouvoir les faire retirer plus facilement, mais ils vont surtout faire ce qu'il faut pour que ce ne soit pas un one-shot, mais qu'on puisse faire tout le travail qui va autour. Et puis vous avez aussi la possibilité, alors ou bien c'est des sites qui ont pignon sur rue et ils ont l'obligation d'avoir un système de signalement facilité qui permet de prévenir qu'il y a une image illicite qui circule, ou bien c'est des sites qui ont un peu moins pignon sur rue, malheureusement, style site pornographique. Et là, effectivement, je vous rejoins totalement, il faut y aller au manuel, il faut trouver une adresse et il faut prévenir. Et comme ils n'ont pas du tout envie, surtout en ce moment, d'avoir des problèmes judiciaires, alors qu'ils en ont suffisamment par ailleurs sur une personne en particulier, ils vont, à moindre coût, essayer de les supprimer. Ça ne marche pas toujours, mais ça s'utilise. Et puis, dernière chose, grâce au règlement sur les services numériques, donc ce règlement européen dont je vous ai parlé, il y a une attribution qui a été donnée à l'Arcom, qui est de désigner des signaleurs de confiance. Et les signaleurs de confiance, c'est ces associations qui font l'interlocuteur entre la société civile et les plateformes, qui ont une habilitation particulière pour savoir ce qui fait partie de l'illicite et ce qui n'en fait pas partie, et qui, désignés par l'Arcom,
ont la possibilité, lorsque vous leur signalez qu'il y a un problème, de demander aux plateformes de les retirer, lesquelles plateformes ont l'obligation de le faire dans les 2 heures qui suivent. Et si elles ne le font pas, de répondre aux signaleurs de confiance en leur disant « voilà pourquoi je refuse de les enlever ». Il y a quelques grands signaleurs de confiance. Antoine Boilet, qui est un collègue de l'ARCOM, c'est pour ça que... vous a parlé de Point de Contact, qui est un peu l'association, le signaleur de confiance le plus généraliste. Rien n'exclut, mais je sais que c'est un travail colossal, qu'au niveau d'une profession qui a des difficultés particulières avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il puisse y avoir un regroupement qui permette à un moment donné d'avoir une association de représentation d'une profession artistique et qui joue ce rôle de signaleur de confiance parce qu'il y aurait un besoin particulier, mais avec la responsabilité particulière que ça engendre, c'est-à-dire faire ce filtre et agir dans l'intérêt des comédiens et des artistes qui sont visés. Effectivement, il avait évoqué le fait que l'AFA puisse faire partie éventuellement de ça. Alors là, je vais faire une toute petite digression, puisque là, on est aussi sur... Quand je préparais cette table ronde, je vais y arriver, je voyais une de tes interventions sur tout ce qui était la modération et sur la difficulté que ça pouvait être psychologiquement. De regarder des images et de voir puisque si j'ai bien compris, c'est aussi comme ça que ça se passe en fait. C'est-à-dire qu'il faut regarder toutes les images puis les dénoncer après. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'il avait évoqué. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Clara, quand tu disais que à partir du moment où on a tourné un film, l'image, elle fait partie du film et donc c'est le producteur qui pourrait se retourner. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, du coup, en tant que comédien ou que comédienne, plus souvent comédienne que comédien, de dire, voilà, moi, je veux pas que mon image soit utilisée sur des sites après, qu'elle soit détournée et que ça soit inscrit au contrat et que du coup, on puisse se retourner contre le producteur en tant que comédien ou comédienne. Je vois l'idée, mais en fait, techniquement, le producteur, il y est pour... Enfin, j'espère. J'espère que cette personne-là y est pour rien et que c'est à son insu également. Et c'est-à-dire que globalement, je vais donner un exemple stupide, mais si moi je te loue une maison avec un petit jardin et on écrit toutes les deux dans le contrat qu'il est interdit de faire des crêpes dans le jardin et qu'il y a quelqu'un qui, le week-end, pendant qu'on est en vacances, vient faire des crêpes dans le jardin, bon, c'est quand même pas très sympa. Mais tu vois, voilà, bref. Alors, oui. À ce sujet, oui. La responsabilité, c'est quand même parfois un peu troublant. C'est qu'il y a très longtemps, j'habitais dans un appartement et l'appartement voisin appartenait à ma mère et je m'occupais de la location de cet appartement. Et un jour, la concierge me dit il y a beaucoup d'hommes qui font la queue dans la cour, enfin la façon de parler. Et je me suis aperçue, alors que c'était la porte voisine, que c'était 2 Brésiliennes qui étaient tout à fait charmantes, qui se prostituaient. Et on m'a dit, il faut absolument qu'elles partent, parce que tu vas être taxée de proxénétisme. Oui, alors moi, c'est pour ça que j'étais sur les crêpes, du coup, puisque c'est pas une infraction en soi. C'est vrai que le proxénétisme, c'est plus gênant. Mais il y a cette responsabilité. Oui. C'est pour revenir au producteur, finalement. Oui, mais... non, alors, effectivement, oui, non, mais alors imaginons, j'ai tourné dans un film où il y a une scène où je suis en maillot. Voilà, soyons sur un truc comme ça. Voilà, c'était un moment où j'étais beaucoup allée au Pilates. Je me suis mis en maillot, c'était super. Même en plus, je suis contente des images et tout, blablabla. Et elles sont récupérées sur un horrible site avec 4 mecs dans une cave au fond d'une toundra. Pardon, c'est encore une fois, mais c'est souvent ça. Donc, bon, bref. Ou alors peut-être qu'ils sont juste dans le 17e, mais c'est terrible. Peut-être qu'ils sont là. Bon, bref. Et donc, du coup, ces images se retrouvent sur le site avec marqué Sexy French Lawyer in swimming suit. Merci. Et je suis pas très contente. Ok, je vais écrire au producteur. Encore une fois, techniquement, c'est plutôt la propriété du producteur qui est, il n'y a que des mauvais mots, pas respectés. Voilà, puisque normalement, moi, j'ai signé un contrat où il y a écrit que mon image et mon interprétation dans ce maillot de bain, la propriété de cette interprétation est
est donné au producteur. Il est aussi prévu dans ce contrat que, et c'est toujours écrit dans tous les contrats du monde, on ne peut pas porter atteinte à mon honneur et à ma dignité en utilisation des images. Ok, mais là le sujet c'est que c'est pas le producteur qui lui-même est allé voir cet horrible site et leur a dit tenez regardez j'ai ces super images de cette meuf en maillot de bain. Donc en fait, même si on met dans le contrat, d'ailleurs on le met dans le contrat, tu n'as pas le droit de porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, mais c'est ce qu'on appelle le fait du tiers, d'où les crêpes. Voilà, donc c'est un exemple stupide, mais en fait, il y a un moment où la discussion est tellement noire qu'on est obligé de parler de trucs un peu plus sympas. Donc en fait, oui, on pourrait l'écrire dans le contrat, d'ailleurs c'est déjà le cas, puisque dans le contrat, il y a déjà écrit ça. Ce qu'on pourrait rajouter dans les contrats, enchanté. Ce qu'on pourrait rajouter dans les contrats, et ce qui est d'ailleurs souvent le cas, c'est... je vous la rédigerai si vous voulez pour la AFA, si vous voulez la proposer, ça va me prendre 3 minutes, hein, donc tout va bien. Dans l'hypothèse d'une utilisation litigieuse de l'image, le producteur s'engage à apporter son concours. Tu vois, un truc comme ça. Le producteur s'engage à prendre des mesures raisonnables, parce qu'il ne va pas non plus, tu vois, lui, engager 14 hackers, ça serait sympathique, mais s'engage à prendre des mesures raisonnables afin d'assister et d'apporter son concours à l'interprète pour faire cesser blablabla. Voilà, c'est bon, c'est fini. Enfin, voilà, c'est bon, on l'a rédigé, la clause. Je vous la mettrai par écrit, ça va nous prendre 3 minutes. Mais oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, et encore une fois, merci Madame Delarcom, j'ai oublié votre prénom, je suis navrée. Merci Laurence. C'est vrai que le récap que vous avez fait était parfait et complet, mais je suis aussi assez contente de voir qu'on est d'accord sur le fait que quand c'est un site pourri, pas institutionnel, faut juste y aller à la mano et envoyer des emails, quoi. En tout cas, Netflix a réussi à faire enlever des extraits de Bridgerton qui étaient utilisés sur les sites pornographiques. Mais bon, c'est Netflix. Mais eux se sont engagés pour faire retirer ces extraits-là. Ce qui veut dire qu'il y a quand même eu aussi une action possible si, à mon avis, la production est forte. Je pense que le site... J'y crois pas une seconde, je suis désolée, mais je vois pas un producteur qui va bouger pour une image qui est sur un site, franchement... Je pense que Netflix, les autres, à mon avis, ils ont dû chocoter. C'est-à-dire que tu reçois un mail qui dit « Bonjour, on est le service juridique de la plus grosse boîte au monde. En fait, on va vous oblitérer. » Encore une fois, c'est du contenu froid, tu t'en fous. Enfin, en tant qu'administrateur du site, ton trafic, tu l'as déjà fait dessus. Donc, enfin... Oui, parce que ça génère quand même beaucoup d'argent, tout ça. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que cette création artistique va générer de l'argent sur un niveau pornographique. Alors qu'en plus, c'est des images que tu peux, auxquelles tu peux accéder de 1000 autres façons. L'image du sexy duc qui lèche la cuillère dans Bridgerton, un souvenir particulier. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des images effectivement assez sympas dans Bridgerton, mais tu peux vraiment y accéder très facilement, autrement qu'en allant sur ces horribles sites. Je suis pas sûre que ce soit la cuillère qui soit beaucoup... Dans mon cœur. Non, nous allons dévier. On dévie un peu, mais je pense que tout le monde a cette image en tête et j'en suis très contente. En fait, il faut savoir aussi qu'il y a des sites qui sont créés pour répertorier les actrices et surtout les actrices et les noter. C'est horrible. Au Québec, il y a ça. On peut noter quelle est l'actrice qui a les plus beaux seins, l'actrice qui a les plus belles fesses, etc. Chaque année, il y a une sorte de concours. Oui, mais après, on peut aussi s'interroger. C'est vrai que j'avais déjà cité cet exemple, mais moi, j'avais été très choquée sur le film Irréversible, puisque 2 scènes donc, de ce film, là, il y a une scène donc, de meurtre qui est d'une violence extrême, et il y a la scène de viol qui est d'une violence extrême, et qui a tourné, qui était sortie du contexte, mais déjà dans le film, enfin bon, après, ça c'est mon interprétation et après elle est voilà, mais qui a en tout cas été exploité, et on pouvait se demander quand même si ça servait pas finalement un peu les intérêts du réalisateur ou mais ça c'est bon. Mais c'est pour ça que c'est un autre oui et non en même temps, tu vois. C'est-à-dire que je vais te donner un chiffre. Alors c'est pas sur Irréversible, c'est sur La vie d'Adèle. Une vidéo de 7 minutes de La vie d'Adèle, donc Palme d'Or 2013 au passage. Sur un site pornographique assez populaire, c'est 35 millions de vues.
35 millions de vues pour une vidéo de cette Je pense qu'ils auraient bien aimé vendre ce nombre de tickets de cinéma. Exactement. C'est très complexe, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on en arrive, parce qu'on abuse de ces images et de ces moments qui sont tournés, à finalement se retrouver autocensurés ou autocensurer les producteurs, parce que dès qu'il y a une scène qui peut donner lieu à, ça risque de se retrouver, et donc je n'ose plus filmer. Donc c'est vraiment au niveau de la liberté d'expression, avec ces détournements d'images, on a vraiment un problème d'équilibre pour justement maintenir la liberté de création et en même temps empêcher que ça tourne mal. Et y compris le législateur, hein, qui se pose des questions. Par exemple, le législateur réfléchit à prendre une loi, qui ne serait pas évidente avec l'Europe, mais prendre une loi qui ferait que dès qu'il y a une scène de viol qu'on retrouve sur Internet, on la retire automatiquement. Le Pharos serait habilité à la retirer automatiquement. L'idée qui est derrière, c'est ces scènes de viol, c'est atteinte à la dignité de la personne, c'est de l'infraction qui est derrière. Mais le risque, c'est qu'au final, on se retrouve avec tout ce qui est artistique, qui soit balayé, et qu'on donne la possibilité aux services de police et gendarmerie de faire immédiatement retirer sur Internet. Donc on a vraiment une vraie difficulté qui est nouvelle et sur laquelle ce point d'équilibre est complexe. Oui, effectivement. Bon courage. Juste, du coup, Laurence, moi j'ai une comédienne par exemple qui vient me voir et qui me dit qu'elle a elle a découvert des images d'elle, d'un film qu'elle avait tourné sur des sites pornographiques. Moi, par rapport, par exemple, à Point de Contact, ouais, ou vous, par exemple, je peux vous appeler aussi pour que vous enleviez la vidéo. Comment ça se passe concrètement? Non, là, justement, l'ARCOM n'a absolument pas la possibilité d'agir sur les contenus. Nous, on est un peu... voilà, on instruit des dossiers on instruit des dossiers pour la Commission européenne, pour les régulateurs, on fait le lien entre... Mais on n'a pas la possibilité d'agir sur les contenus. Sauf donc les cas particuliers que j'ai cités, que j'ai la chance de pouvoir réguler, que sont donc les contenus terroristes, pédopornographiques, torture et barbarie, et narcotrafic. Donc ça, c'est à part. Pour le reste, il faut effectivement aller voir Point de Contact, parce que c'est vraiment le job de ces signaleurs de confiance de faire l'intermédiaire. Je dis Point de Contact. Pour l'instant, on a 15 signaleurs de confiance qui ont été désignés. Il se trouve que par rapport à cette problématique-là, c'est Point de Contact qui est le plus généraliste et qui me paraît répondre. Mais on a d'autres associations. Par exemple, si c'est un problème par rapport aux mineurs, on a une association formidable qui est e-Enfance, qui a aussi ce rôle de signaleur de confiance. Donc il y a plusieurs associations, probablement, et je l'espère, ça va se développer. Pas trop non plus, parce que le fait qu'il y en ait 15 fait que les sites ne peuvent pas ne pas répondre. Si on avait des multitudes, ils nous rediraient que c'est compliqué de traiter. Mais donc voilà, pour répondre plus concrètement, pour l'instant, Point de Contact. Et Pharos. Sauf que Pharos, oui, je ne sais pas, moi je n'ai pas de réponse. Donc je ne sais pas s'il doit y avoir une réponse. Mais apparemment... la réponse, ça serait de retirer. Donc ça m'inquiète que ça n'ait pas été retiré. Alors, et d'ailleurs, si je peux me permettre... non plus. Dans les possibilités sur Pharos de signalement, quel type de signalement correspond, on n'arrivait pas à trouver exactement dans quoi, où cocher ce signalement-là, quoi, en fait, dans la liste des signalements possibles sur Pharos. Ils ont pour rôle de faire supprimer ce qui est du manifestement illicite. Il y a énormément de cas dans lesquels le caractère manifestement illicite n'est pas du tout évident à circonscrire. Je considère, moi, mais il faut que j'en reparle avec Pharos, qu'à partir du moment où vous avez la victime elle-même qui vous dit c'est une image de moi, elle n'est pas dans un lieu public, elle ne correspond pas à... Vous, votre difficulté, je pense que c'est parce que c'est dans un film. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles. Si vous êtes victime d'une utilisation d'images sans consentement, le seul fait que vous soyez victime et que vous disiez « je n'ai pas donné mon consentement », devrait suffire à ce que Pharos considère que c'est du manifestement illicite. Là où je pense qu'ils bloquent, c'est parce que c'est un film. Et que du coup, ils ont peur de se faire taxer de censeur en enlevant des images d'un film
pour lequel vous avez consenti d'être dans ce film, mais pas consenti qu'il soit utilisé. Mais c'est sur compliqué ce parce que site-là. moi, ça va être mon problème à chaque fois. À chaque fois, ça va être dans des films, en fait. Donc, Mais je vais c'est toujours des- avoir le problème avec Pharos, c'est ça? Ouais. Mais il y a des images qui sont recadrées. Alors là, à partir du moment où c'est recadré, je pense que, Toujours et que plus. vous, mais que vous pouvez le démontrer. Non, mais c'est très complexe. Hein. Je vous jure, je sais. C'est une œuvre dérivée. À ce moment-là, non, mais je me permets parce qu'on avait eu au moment de la mise en place de Pharos, on avait eu une espèce de discussion interprofessionnelle à l'ordre des avocats. Et c'était assez, je ne vais pas dire marrant, mais curieux, singulier, parce que dans la pièce, il n'y avait que 2 catégories d'avocats. Il y avait les avocats du showbiz et les avocats à des contenus très, très manifestement illicites. Donc vraiment, il y avait soit les gens qui faisaient du pénal très, très dur, soit nous qui représentons les mannequins et les comédiennes. Et donc, voilà. Et en fait, les gens de Pharos nous avaient dit que, je crois qu'ils étaient 60 à l'époque. Ils sont 80. Non mais voilà. Donc ils sont une poignée. Ils sont vraiment très peu nombreux. Et qu'en fait, ils avaient quand même aussi un sujet qui était que il y avait une priorité sur les je ne sais pas comment dire parce que j'ai vraiment pas envie de mentionner ces choses-là. Mais les films d'horreur, voilà, on va dire ça, les films d'horreur réels, qu'il y avait une espèce de priorité sur les films d'horreur réels par rapport aux extraits de films avec des très jolies filles dedans. Qu'en fait, avec le nombre de bras et de paires d'yeux qu'ils avaient, voilà. Donc. Oui, il y avait une priorité. Oui. Métaphore. Mais la question, c'est pas tellement que moi, je réussisse à faire retirer ces images, c'est qu'on est très, très nombreuses à être concernées. Donc, c'est plus une réponse globale. Parce que si chacun doit aller cliquer pour dire stop, mais on est des milliers, des milliers. Rien qu'en France, il y a ce site qui est clos maintenant, qui répertoriait toutes les captures d'écran de scènes où une comédienne apparaissait nue. Alors on peut trouver par ordre alphabétique, pas de prénom, toutes les actrices françaises, cliquer sur le lien pour telle ou telle actrice et voir toutes les captures d'écran qui ont été faites par film, référencées par film. Il existe toujours ce Il site existe toujours, il a été clos parce que j'ai le témoignage du type, je sais plus où, je vous le dirai, qui dit ouais, non mais j'en avais marre de ces actrices qui râlaient beaucoup et puis bon là j'ai pas trouvé d'hébergeur qui me pose pas de problème ou je sois pas incognito. Bon alors je le laisse en ligne mais je m'en occupe plus. Alors justement, oui, mais vous avez raison. Hein. Enfin, tout ça, c'est en train d'être, comme dirait Antoine Bollet, work in progress. On essaye, mais donc effectivement, vous cumulez les difficultés puisque c'est des images. Si elles ont été modifiées, c'est complètement différent. Mais si c'est des images tirées d'un film, en soi, c'est pas illicite. C'est le fait de les mettre sur un endroit où celui qui va les regarder d'une façon différente. Voilà. Et c'est exactement ce que vous citiez aussi sur le site. C'est ce qui nous a permis, et c'est vraiment une grande première, c'est pour ça que j'en ai parlé en introduction, de faire bloquer le site Watch People Die, qui ne mettait que des images qui étaient déjà sur Internet et qui en soi n'étaient pas illicites. Des films d'accidents de la route, enfin il y en avait qui étaient illicites, des terrorismes, ça c'était illicite. Mais vous en aviez beaucoup qui étaient dus. Mais simplement agglomérer et proposer au public comme regardez, vous allez voir des morts en direct et choisissez la rubrique qui vous intéresse le plus. On a été devant le juge, on n'a pas bloqué nous-mêmes, on a dû aller devant le juge et le juge a considéré qu'il y avait une atteinte à la dignité de l'homme et que ça permettait de fermer le site en France. Dans le cas que vous citez, je pense que s'il n'avait pas fermé de lui-même, on aurait pu effectivement considérer que le fait de prendre plein d'images qui représentent des actrices nues et d'inciter à les regarder, à les noter, etc. Là, on est vraiment dans l'atteinte à la dignité. Mais c'est vrai qu'il faut monter d'un cran pour arriver à agir. Mais surtout, ces sites, il n'y a pas juste les images, il y a quand même la façon dont elles sont présentées, avec le petit commentaire qui est alléchant. Le petit commentaire qui va bien. Bon, voilà, on parle de tout ce qui est compliqué. Clara, tu m'avais parlé d'une IA, si je ne m'abuse, qui va avoir la possibilité en fait de se souvenir d'un visage et d'interdire qu'on. Non, c'est ce que je disais au début. En fait, c'est le take down, stay down. En fait, c'est un des espoirs qu'on a vis-à-vis de l'IA, qui est que, justement, à partir d'un moment, l'IA puisse reconnaître une séquence d'images et puisse donc, du coup, comment dire,
qu'une fois que le contenu a été retiré une fois et a été qualifié de illégal, qu'en fait l'IA soit en mesure de le reconnaître et de dire ah c'était le truc illégal et donc clac 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 clac. Ce clac signifie ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Donc voilà, donc c'est un peu un espoir. Donc j'ai lu des trucs sur il y en a en développement, c'est à laisser, etc. Mais c'est en fait, c'est ce truc de l'IA, à la fois c'est la source de beaucoup de problèmes et de potentiellement de beaucoup de solutions. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'actualité de ces dernières semaines avec Grok, enlève-lui son maillot s'il te plaît. Bref, autre sujet. J'ai une cliente où je ne sais pas pourquoi, une bande de personnes très malveillantes demandait à répétition à Grok de lui mettre une couche. La bonne nouvelle, c'est que Grok va devenir payant maintenant. Donc Grok lui a du coup beaucoup mis des couches. C'était vraiment très très bizarre. En fait, elle était encore tout habillée, c'est-à-dire elle avait encore son pantalon, son pull. C'est une nana qui est présentatrice télé sur Internet. Et donc voilà, et elle disait ah pour le live de ce soir, je vais être habillée comme ça. Et donc il y avait des dizaines d'hommes qui en dessous disaient Grok, mets-lui une couche. Et donc en fait, ça lui rajoutait juste une diaper. C'est trop bizarre. C'est que de l'humiliation en fait, il n'y a même plus de volonté, c'est même pas un truc de... Enfin voilà, c'est... Bref. Bon voilà. Bref, donc tout ça pour dire que beaucoup de problèmes pour l'instant, on l'espère une solution adaptée. Et est-ce qu'on pourrait pas s'interroger aussi sur les gens qui regardent ? On est d'accord. Parce que j'ai vraiment pas envie de regarder ça. Quand j'ai été voir mes images, j'ai regardé ce qu'il y avait à côté, c'est cauchemardesque. Je voudrais que quelqu'un m'explique comment ça se passe dans le cerveau. Tu veux dire la sociabilisation des jeunes hommes ? Ouais. Ah, c'est un autre sujet, ça. Est-ce que tu as vu Adolescence ? Je suis pas sûre que ce soit les jeunes. Hein. Non, mais... Oui, mais alors normalement, ils sont jeunes à un moment. Ils sont pas vieux direct. Bon, je propose qu'on ouvre à la salle les questions et vos interventions. C'est à vous maintenant. Je peux passer le micro. Alors, Thomas a une question. Non, vous avez un micro. Fantastique. Alors, au plus près. Juste là. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une petite question concernant les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la même chose que les sites internet ? Parce que j'ai une amie qui est concernée. Elle a trouvé des scènes d'elle sur Twitter, donc X maintenant. Donc vraiment, voilà. Et un copain qui lui est concerné sur un canal privé Telegram, vraiment qui a été fait spécialement pour du contenu pornographique. Donc est-ce que c'est la même chose et quels sont les recours possibles ? Est-ce que Pharos peut être utile dans ce cas-là ? Je crois qu'on a plus parlé des réseaux sociaux, d'ailleurs des sites internet. On peut globaliser la manière dont on parlait. Les sites internet, en fait, voilà. Mais les réseaux sociaux, alors là, c'est totalement dans la sphère Pharos, c'est totalement dans la sphère modération. Donc oui et oui. Y compris sur Telegram. Voilà, pareil pour Telegram. Merci. Telegram, un des problèmes qu'on a, c'est que le boss de Telegram a dit que... Enfin, je sais pas où ça en est, mais au début, le ou la boss de Telegram a dit qu'il collaborerait pas. Je sais plus où ça en est, mais... Jusqu'au moment où il a été mis en garde à vue par le parquet cybercriminalité en France, à un moment où il venait en villégiature à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Et le parquet lui a demandé de venir, l'a mis en garde à vue pendant 24 heures. Il en est ressorti, il a dit qu'il ne remettrait plus jamais les pieds en France, mais il collabore. Chef. Est-ce que vous avez d'autres questions, interventions ? Bonjour, je vous entendais parler tout à l'heure d'un éventuel outil pour découvrir les images et qu'elles soient reconnues. Mais en fait, ça existe déjà parce que moi, je suis comédienne, j'ai une bande démo et sur certains sites, eh bien, il y a des morceaux qui sont coupés ou du son coupé parce que c'est la propriété du content de ID, TF1. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, existe déjà et qui ne serait pas si compliqué que ça à développer. Moi, je ne sais pas qui doit s'en charger, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Je crois que vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, les plateformes les ont, ces outils-là. Quand il y a des images, par exemple, terroristes qui ont été repérées, ils les hachent. D'ailleurs, il y a même une base de données américaine qui est utilisée par les autorités françaises. Donc, ça existe. En réalité, le problème, c'est effectivement pour ces images sans consentement, ça demande d'avoir une espèce de base de données spécifique qui serait, à un moment donné, la victime a dit « je n'ai pas consenti ». J'identifie ces images
comme ayant été mis sur Internet sans consentement, je garde cette base de données et je la fais utiliser. Donc c'est constituer la base de données et savoir qui la garde pour qu'elle soit utilisable, mais qu'elle ne permette pas pire que ce qu'elle induisait au départ. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on le signalerait, que ce soit sur Pharos ou sur Point de Contact, ce serait répertorié à partir de là. Ok. Ok, merci. D'autres questions? Bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention, hyper intéressant de parler de consentement aussi, enfin, très très chouette. Je ne sais pas si c'est une question, une peur ou une intervention, donc c'est un peu un mélange de tout ça. Je ne suis pas comédienne, je suis une jeune autrice, réalisatrice, et j'aimerais vraiment ouvrir un sujet que vous avez abordé, qui est la question de la censure, du coup, que je trouve hyper importante en ce moment. Aujourd'hui, en tant que réalisatrice, j'ai vraiment envie de raconter différemment l'érotisme, le rapport à l'intime, la femme à l'image. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je m'efforce de faire parce que je l'ai fait par d'autres types de contenus, par du spectacle. Et je me suis retrouvée, ou en tout cas ma partenaire, censurée sur les réseaux sociaux notamment, des endroits où on n'a plus le droit de dire les termes sexualité, on n'a plus le droit de dire les termes viol, et je trouve que c'est dangereux. Pour autant, évidemment que je ne dis pas qu'il faut qu'on se retrouve tous sur des sites porno avec nos têtes, voilà, dans d'autres actions. Néanmoins, ce sont des œuvres qui ont existé, notamment cette scène avec une scène de viol. Et j'ai un peu peur de ça. Et du coup, voilà, je pose vraiment cette question sur la censure, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'hyper important à réinventer, un regard aussi à donner, un regard qu'on doit donner à peut-être d'autres personnes que des hommes cis, hétéros, pour parler de sexualité, pour parler de cet érotisme qui est tellement important, parce qu'on parle aussi d'un manque d'éducation derrière tout ça. Ce public qui vient voir ces images qui sont extrêmement violentes. Voilà, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit à renouveler, et comme vous êtes précursoreuse, comédienne, vous avez peut-être aussi un regard de ça, parce que nous, en tant que réalisatrices et réalisateurs, on vous amène aussi dans ces espaces-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose où vous sentez que justement vous avez envie de faire des pas en arrière? Comment est-ce que vous le vivez et comment est-ce que vous le ressentez? Françoise, est-ce que tu veux... Évidemment, je suis contre... Enfin, non, pas évidemment, mais je suis contre la censure et contre... Il y en a suffisamment dans le monde et on s'élève contre ça. Donc, c'est pas pour réclamer ça ici. Mais peut-être que la voie, c'est effectivement l'éducation. Alors, comment la penser? Je n'en sais rien. Mais c'est quand même étrange qu'il y ait des gens qui aient ce désir et d'autres qui ne l'aient pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose... à un moment qui se fabrique, et peut-être il faudrait réfléchir à ça, et puis contrôler bien évidemment les gens qui font du profit sur ces images-là. Ça, c'est ce business-là, c'est ça qu'il faut, qu'il faudrait essayer d'éradiquer. Ça, ce ne serait pas de la censure, c'est le business. Parce que c'est pas le fait qu'il y ait des images extraites d'un film, c'est les images qui sont autour. Parce que l'exploitation, oui. Nos images de films, elles sont pas vraiment choquantes, mais c'est le contexte et c'est les images qui y a à côté qui sont immondes. Je sais pas. Et puis il y a vraiment une évolution comme la société. D'ailleurs, la société est devenue de plus en plus violente. Et je pense que la pornographie a aussi énormément est devenue d'une violence extrême, en fait, et d'exploitation. Puisqu'en fait, alors là, mais bon, on en parle. Mais il y a des femmes qui portent plainte, qui essayent de porter plainte aujourd'hui, qui étaient des actrices, qui ne se disent pas actrices d'ailleurs, qui se sont retrouvées dans des films pornographiques, qui ont été violées. Et c'est difficile à prouver puisque c'est un film et que dans ce film on les viole. Donc vraiment voilà, c'est toute la société, c'est monstrueux, mais ça c'est mais bien évidemment, après on part un peu loin du sujet que vous nous proposiez, mais effectivement ça pourrait être l'occasion d'une table ronde d'ailleurs, d'une réflexion, mais on n'aura pas les réponses parce que effectivement la censure c'est quelque chose d'épouvantable. Et en même temps, moi, en tant que femme, et là pour le coup actrice, j'ai envie de dire que je trouve ça intéressant aussi qu'on réfléchisse les images différemment par rapport à la façon dont on filme les viols, les femmes, puisque c'est quand même... moi, je suis d'une génération où on était dénudés systématiquement, entre guillemets, je mets des guillemets, mais violés systématiquement. C'est-à-dire que c'est fatigant aussi. C'est-à-dire que ça aussi, moi en tout cas, j'ai envie que ça change. Voilà, qu'on voit les choses différemment aussi. Cécile, est-ce que tu veux, en tant que comédienne,
Je pensais quand même, je voudrais, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Je sais qu'il y a une réalisatrice, Iris Bray, qui se pose exactement les mêmes questions que vous et qui a abordé son film Split en voulant justement filmer d'une manière différente des scènes érotiques, mais non pas forcément en dénudant les acteurs et les actrices qu'elle filmait. Et c'est surtout de tout ce qu'on a parlé de beaucoup de choses extrêmement techniques là, mais c'est l'impact psychologique d'une actrice ou d'un acteur qui découvre que ces images circulent, que n'importe qui, même si elle arrête ce métier par exemple, cherche un autre boulot et quelqu'un tape son nom sur Internet et c'est ça qui sort en premier sur elle, même si le déréférencement a été actif, c'est-à-dire cet impact second au niveau psychologique, qui est d'une violence incroyable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de protection si quelqu'un utilise une vidéo personnelle et la diffuse sur les réseaux. Ça se fait vraiment lien avec ce que nous disions tout à l'heure. Mais en fait, ce lien aussi de notre travail, notre action, notre artistique, notre engagement artistique qui devient un engagement pornographique et qui trouble énormément de gens, et notamment des jeunes actrices ou des jeunes acteurs qui, sur leur premier court-métrage, se retrouvent à dire je suis maintenant sur un site porno. En quoi ça peut aussi arrêter des carrières, arrêter des vies, arrêter des parcours. On a eu le témoignage de quelqu'un il y a 2 jours, une femme qui nous disait que son fils avait commencé une carrière d'acteur, qu'il était... c'est quelqu'un qui est dans le métier d'ailleurs. Et son fils a joué dans un film. Il a découvert des images de lui sur un site porno. Il a arrêté du jour au lendemain. Il est passé à autre chose. Et surtout, il a découvert que tout le lycée avait l'image et faisait circuler l'image dans le lycée. En fait, le problème, c'est que les abus ont pour incidence qu'on ferme tout. Et vous avez raison, c'est insupportable parce que lorsque vous faites un film qui est un film dans lequel vous souhaitez développer certaines choses et que soit vous, soit vos acteurs vont s'auto-censurer par peur de se retrouver, que cette image soit utilisée à d'autres fins, on est dans quelque chose qui ferme complètement. Donc il faut trouver un moyen pour lutter contre les abus pour que la liberté puisse se retrouver au niveau de la création. En ce sens-là que je le disais, parce que du coup, effectivement, il y a à la fois une envie de protéger, pour avoir réalisé un film là cet été où justement j'avais une scène qui est une scène d'amour et donc du coup de comment raconter la sensualité. J'ai dit tout de suite à mes comédiens, on oublie tout ce qui est nudité, on oublie... en fait, d'être dans une forme de voyeurisme démonstratif, ça ne m'intéresse pas. Et en cela, l'idée était plus de rentrer dans une forme d'esthétisme. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que ça peut se jouer à plein d'échelles. Ça se joue au stade de l'écriture, ça se joue au stade de la réalisation. Et du coup, d'avoir aussi cette complicité avec nos comédiennes et nos comédiens, de réussir à les protéger, mais dans nos choix de cadre, dans tellement de choses en réalité. Et je pense... en tout cas, voilà, en réponse à tout ce que vous m'évoquez là, qui me parle et qui me touche, du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une possibilité de réinventer des choses et aussi d'influencer des jeunes personnes qui vont se retrouver devant du pornographique et de leur montrer d'autres images. En tout cas, je pense que le cinéma et la création au sens général a un vrai pouvoir et un vrai potentiel par rapport à ça. Mais comme vous l'avez dit très justement, du coup, effectivement, je pense qu'il y a cette espèce de censure et de retour énorme avec, en tout cas sur les réseaux sociaux, des endroits où on n'a plus d'espace d'expression pour après peut-être retrouver un autre milieu. En tout cas, je nous le souhaite et je vous le souhaite pour la suite. Merci beaucoup. Mais juste pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, c'est là aussi où la coordination d'intimité est très intéressante sur un tournage. Parce que ça permet vraiment justement de mettre tout le monde d'accord et tranquille en fait par rapport à ça, par rapport à ces acceptations. Et ça, c'est vraiment un travail intéressant et important aujourd'hui et nécessaire qu'on n'avait pas non plus à l'époque. Ouais, complètement. Mais il faut pas se censurer trop parce que je sais que la dernière fois, autant quand une scène d'amour, elle peut exprimer énormément de choses. Parce que moi, j'aime beaucoup les silences aussi, pour dire des choses. Et je trouve qu'au moment où on fait l'amour avec quelqu'un, il se raconte des choses. Et que quand ça sert le scénario, je peux trouver ça extrêmement beau. Donc, il ne faut pas trop se censurer non plus. Vous, en tant que réalisatrice, parce que notamment, je me souviens là d'un des films que j'ai vu, il y a une scène d'amour avec Laure Calamy
qui est dans un état épouvantable parce qu'elle a une vie extrêmement difficile et elle est sur le corps de l'homme et elle lui fait l'amour. Et je sais que quand j'ai vu ces images, j'ai ressenti tout le désespoir de cette femme. Et en fait, ça racontait beaucoup plus de choses que beaucoup de mots. Et parce que le corps raconte des choses, et même quand il est nu, donc il ne faut pas trop se censurer, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que les coordonnateurs d'intimité font énormément, du coup. Mais il y avait Francis Huster, d'ailleurs, qui racontait un truc, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il avait une scène avec Bardot quand il était jeune, et alors... il avait du scotch, alors on lui dit « Pourquoi vous avez du scotch ?» Et il n'y avait pas de coordinateur d'intimité à l'époque. Mais il y raconte que du coup, il a dû se scotcher son zizi, quoi, parce qu'il avait peur de bander avec Brigitte Bardot. Mais bon, voilà, c'était des trucs de l'époque. Bon, ça, c'était drôle. Mais je ne sais pas, d'ailleurs, si Brigitte Bardot... Il y a des scènes de Brigitte Bardot de films sur les sites Internet. Je n'ai pas été voir si ça avait été récupéré. Parce que pour elle, pour le coup, elle était très, très souvent nue, quand même. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle ? Par rapport à justement, il suffit de demander à ChatGPT. Alors bon, moi, je suis... comme vous l'avez dit, il faudra le demander une fois. Est-ce que vous pourriez faire la question et faire transmettre à l'AFA pour qu'on ne soit pas tous à demander à ChatGPT J'ai dit que c'était la seule fois où c'était OK. Ouais, mais une seule fois multipliée par le nombre qu'on est, ça va faire beaucoup. Non, mais effectivement, si c'est possible qu'on l'ait par l'AFA, ce serait super. C'est l'affaire de 5 minutes de faire un truc avec où je remplacerai non pas par des XXX, mais donc des YYY. On a arrêté. Voilà, où il faudra juste compléter. C'est vraiment l'affaire de 5 minutes. Merci beaucoup, c'est gentil. Si nous n'avons plus de questions ou d'interventions, je vous propose de clore cette table ronde. Je vous remercie vraiment de votre présence et de vos interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et une dernière chose, pardon. Sachez qu'une commission AFA qui s'appelle AFA Droit à l'image vient d'être créée, où vous pourrez retrouver Françoise et moi-même. Donc si vous êtes touchés, concernés par ce sujet, vous pouvez nous rejoindre. Et sachez aussi qu'à 21h ce soir, nous organisons une fête au Loft 148 ou 128, je ne sais jamais. 148, pardonnez-moi, au Loft 148, et nous serons ravis de pouvoir vous retrouver et parler de notre association professionnelle avec vous, si vous êtes actrice ou acteur. Merci beaucoup. Merci.